Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Méli-Mélo. Aujourd'hui, il sera question de la journée entrepreneuriale. On vous fera également découvrir la mission de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Mais pas tout de suite, allons-y avec quelques sujets d'intérêt public. Tout d'abord, la Corporation des services universitaires secteur Ouest Côte-Nord offrira prochainement des formations sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, soit les certificats en administration et en gestion des ressources humaines. Les inscriptions se prennent à partir du 23 novembre prochain à 19 h à la SADC de la Haute-Côte-Nord. D'autre part, le Club optimiste des Escoumins vous invite à gagner votre épicerie des fêtes tout en aidant les jeunes du secteur Best. Il y aura à gagner 3 prix d'une valeur de 500 $, un prix de 200 $ et un autre prix de 100 $. Tous ces bons d'achat seront échangeables à l'Intermarché Tremblay-Laurencel aux Escoumins. Les billets sont en vente par les membres du Club optimiste aux Escoumins au coût de 5 $ chacun. Un tirage au sort sera effectué le dimanche 18 décembre à l'Intermarché aux Escoumins. Le Conseil des métiers d'art du Québec avise les artistes qu'ils ont jusqu'au 2 décembre prochain pour s'inscrire au programme Soutien individuel au développement professionnel qui vient en aide aux artisans ayant un besoin particulier et immédiat dans sa carrière. Il s'agit du 3e et dernier appel de dossier. Vous pouvez remplir simplement le formulaire d'inscription et vérifier si vous avez droit à une allocation de déplacement, d'hébergement ou encore concernant les repas. Vous avez jusqu'au 2 décembre, je vous le rappelle, pour transmettre votre dossier par courriel ou encore par la poste auprès de Caroline Thibault à commercial métiersdart.qc.ca ou simplement en téléphonant au 88 694 02 60 poste 5. La certification Pro-Jeune souligne son 2e anniversaire. Cette certification permet, rappelons-le, aux employeurs de la région qui embauchent des étudiants de faire reconnaître son implication au sein de la conciliation travail-études. Des études démontrent qu'un jeune qui poursuit ses études tout en ayant un travail à temps partiel a un effet bénéfique sur l'engagement scolaire, l'autonomie et surtout sur la compétence du jeune. Mentionnons qu'en Haute-Côte-Nord, les entreprises certifiées pro-jeunes sont le Centre local de développement de la Haute-Côte-Nord, la clinique de physiothérapie Momentum de Forestville, Construction SRV des Bergeronnes, CPE Grain de Soleil à Sacré-Cœur, Explo Nature aux Bergeronnes, la ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur, le journal Haute-Côte-Nord de Forestville, la pharmacie Brunet des Escoumins et de Sacré-Cœur, la radio CHME-FM, le restaurant McDonald's et l'entreprise Unitech de Forestville. Ceci étant dit, après la pause, on reçoit en studio notre premier invité qui nous parlera de la mission de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Restez là. Il y a des factures qu'on refile, des factures mémorables et des factures surprises. Peu importe la facture, depuis le 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Nous sommes de retour maintenant pour vous parler de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec en compagnie de M. Mathieu Fauché, qui est agent de recherche et de développement à la Fédé. M. Fauché, bonjour. Bonjour. Eh bien, tout d'abord, peut-être nous dire quel est votre rôle, qu'est-ce que vous faites du côté de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec? Oui, certainement. Mon rôle à la Fédération, comme vous l'avez dit, je suis agent de recherche et de développement. Donc, mon rôle quotidiennement, c'est de donner un coup de main aux télévisions, de les aider dans toutes les choses qui peuvent leur arriver au quotidien, que ce soit au niveau de la technique, au niveau du financement, au niveau des questions qu'ils peuvent avoir au niveau de la réglementation ou de la technique, mais c'est aussi un travail de référencement. Donc, je peux les aider à trouver des réponses à leurs questions. Donc, essentiellement, c'est mon travail. Je m'occupe aussi des dossiers qui sont plus politiques et réglementaires. Et finalement, je fais aussi, il y a tout un volet formation
pour nos membres, pour les télévisions communautaires. Donc, si un membre a besoin de formation quelconque, que ce soit au niveau de la technique ou de l'administration, ben c'est moi qui s'occupe de ça. On entend souvent parler donc de la fédération, et évidemment, dont la télévision régionale Haute-Côte-Nord en fait partie, mais on ne connaît pas très bien qu'est-ce que c'est, sa mission, etc. Donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord la fédération? La fédération, en fait, c'est l'organisme qui va chapeauter les télévisions communautaires autonomes au Québec. On compte actuellement 45 membres. Sur le territoire québécois, on va compter approximativement peut-être 50, une cinquantaine de télévisions communautaires, dont 45 sont membres de la fédération. C'est quand même un bon ratio. Et puis la fédération, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va défendre l'intérêt de ces télévisions-là. Et puis là, il faut bien faire la distinction télévision communautaire autonome. On ne parle pas ici, par exemple, de télévision communautaire qui sont associées davantage à une entreprise de câble distribution. Quelle est la différence? En fait, c'est le fait qu'elles sont autonomes. C'est de là le terme autonomie dans le titre. C'est qu'elles ne sont pas associées à une entreprise de câble distribution. Donc, et puis, elles sont aussi attachées aux valeurs de l'économie sociale. Et puis, elles sont des organismes communautaires, en ce sens qu'elles ont une gestion démocratique. Elles favorisent l'accès de la communauté. Et puis, c'est ce qui les distingue, en fait, des autres télévisions. Est-ce que ça fait longtemps que la Fédé existe? Oui, la fédération a été fondée en 1998, ça va donc faire 13 ans. Et puis, mais la fédération est beaucoup plus jeune que ses membres parce qu'il y a des télévisions communautaires qui sont, ça va faire tout près de 40 ans maintenant qu'elles existent. Alors, la fédération a été mise sur pied par la volonté de ces membres-là il y a 13 ans, au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Justement parce que là, il y avait des problématiques. Elles devaient faire face à certains problèmes réglementaires, politiques. Alors, ils se sont dit, ça nous prendrait une entité, ça nous prendrait des gens dont le mandat premier va être de nous représenter, de nous défendre pour que nous, on puisse vaquer à nos occupations, qui est de servir nos téléspectateurs, de faire nos bulletins de nouvelles, etc. Oui, effectivement. Parlons maintenant de ce qui caractérise une télévision communautaire autonome. Parce qu'on parle souvent de proximité. On sait que les gens, de plus en plus, aiment entendre parler d'eux-mêmes, des nouvelles qui les concernent en région. Et souvent, c'est un besoin qu'on peut retrouver, donc cette proximité entre le public et justement ces télévisions communautaires autonomes au Québec. Ben voilà, vous avez tout dit. En fait, c'est la mission première de la télévision communautaire, ça va être de donner l'accès justement aux citoyens et puis de les prioriser dans l'offre d'information, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, d'autres médias. Puis là, je parle des télévisions, mais ça s'applique aussi aux autres médias communautaires, que ce soit les journaux, les radios, qui vont mettre l'accent sur ce qui se passe dans les communautés qu'ils vont desservir. Alors, c'est vraiment un lieu de rencontre des communautés. Et puis qui sert à les informer, à faire valoir ce qu'ils font, à découvrir des talents émergents aussi. Donc, ce qui va caractériser beaucoup les médias communautaires et les télévisions communautaires, c'est l'accès. Donc, voilà. Et ça vit de quelle façon? Parce que souvent, on parle, lorsqu'il y a une télévision communautaire autonome qui réussit à vivre, évidemment, au niveau des budgets de fonctionnement, au niveau du financement, de quelle façon ça fonctionne tout ça? Parce que je sais qu'il y a des revendications actuellement pour que, évidemment, le gouvernement, le ministère de la Culture, reconnaisse davantage les télévisions communautaires autonomes du Québec au niveau de la partie financement. Parce qu'à ce niveau-là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Bien, effectivement, en fait, une bonne partie du financement des télévisions communautaires autonomes vient d'un programme issu du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui s'intitule le Programme d'aide au fonctionnement des médias communautaires. Et puis, ce programme-là est une source très importante de financement pour les télévisions. Et puis, il n'a pas été indexé depuis plusieurs années. Et puis, on sait que la technologie dans les télévisions communautaires, c'est quelque chose on peut pas y échapper. Ça évolue beaucoup. Mais il y a aussi les métiers spécialisés, les métiers techniques, les gens qui font la caméra, le son, le montage. C'est des gens qui ont des études et puis qui ont des salaires qui sont en conséquence. Donc, faire de la télévision, c'est un média qui est relativement dispendieux. Donc, nous, évidemment, ce qu'on demande, c'est que ce programme d'aide-là au fonctionnement des médias communautaires soit bonifié en fonction des réalités actuelles des télévisions communautaires. Il y a aussi diverses autres sources de financement. On parle entre autres du Bingo Média qui permet aux télévisions communautaires d'aller chercher un revenu supplémentaire.
Il y a aussi le placement de publicité issue du gouvernement. Mais là encore, ce n'est pas une politique, c'est un énoncé, en fait. Donc, il n'y a pas d'obligation qui oblige les différents ministères à placer de la publicité dans les médias communautaires. Et puis, pour certains, il y a le câbleau distributeur aussi, qui est titulaire du canal communautaire, qui va donner souvent du financement à la télévision communautaire pour des productions qu'elle fait, des productions d'accès qu'on appelle. Bon, vous désirez, au niveau des télévisions communautaires, au niveau de la Fédération, une bonification au niveau des budgets, au niveau du financement. Histoire de bien informer nos téléspectateurs, concrètement, ça ressemble à quoi actuellement, les budgets de fonctionnement, et voudriez que ça soit bonifié jusqu'à quelle ampleur, quel ordre? En fait, c'est très différent d'une télévision à l'autre. Donc, la moyenne est difficile à faire. Il y a des télévisions qui n'ont rien du tout et il y en a qui ont des montants substantiels. Il y a le rapport Payette qui a été commandé récemment par la ministre Saint-Pierre pour faire l'état de la situation un peu des de l'information au Québec, notamment. Et il y a une grande section qui parle des médias communautaires, qui traite de la situation des médias communautaires. Le rapport Payette propose une augmentation de 10 à 15 de l'enveloppe d'aide au fonctionnement des médias communautaires. Nous, on trouve que c'est un effort qui est louable. Ceci étant dit, on considère que ça ne serait pas suffisant. Ce qu'on souhaiterait, en plus de ça, c'est une indexation annuelle au coût de la vie et puis au coût de production. Donc, c'est essentiellement la demande qu'on fait à ce niveau-là. Oui, ces demandes et ces revendications qui seront d'ailleurs déposées et ces revendications qui seront faites à la ministre, parce que vous allez rencontrer là, très prochainement la ministre qui sera de passage, justement dans notre belle région de la Côte-Nord. Oui, la Fédération va rencontrer la ministre qui fait présentement une tournée de consultation suite au rapport Payette. Donc, elle fait une tournée du Québec pour aller chercher les avis et opinions de la population. C'est une tournée de consultation publique. La Fédération va la rencontrer lors de son passage à Montréal. Et puis, évidemment, toutes les télévisions communautaires en région sont invitées à aller à déposer des mémoires et à aller faire des interventions lors de cette tournée de consultation-là, qui va s'arrêter à Bécomo sur la Côte-Nord et puis qui est en branle depuis le mois de septembre. Alors, c'est un bon moyen d'expliquer nos revendications, nos demandes, mais aussi d'expliquer à la ministre la réalité régionale des médias communautaires et puis les bons coups et puis tout l'apport que les médias communautaires peuvent avoir dans les régions qu'elles desservent. Oui, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous croyez que la ministre sera réceptive justement aux demandes? Oui, à présent, la ministre est très réceptive aux demandes, est très intéressée à ce qui se passe, donc tant mieux. On est content, on est heureux. Alors, et quel sera l'avenir, justement, des télévisions communautaires autonomes? Vous entrevoyez ça de quelle façon par la suite? Moi, personnellement, je trouve que l'information de proximité est de plus en plus pertinente. Si on parle notamment de concentration des entreprises de presse, alors que l'information d'une nouvelle qui fait plusieurs plateformes, moi, je trouve que l'intérêt public est mieux servi s'il y a une information complémentaire qui va parler justement de ce qui se passe dans la région, de ce qui se passe dans la municipalité, de ce qui se passe dans la MRC, au conseil de ville. C'est le genre de nouvelles, c'est le genre d'information qui se doit d'être diffusée et puis qui se fait par les médias communautaires. Donc, moi, je trouve que l'avenir est tout à fait prometteur, mais les médias communautaires sont de plus en plus, à mon sens, pertinents. Alors, on va souhaiter que la ministre saisisse l'occasion d'aller de l'avant. Oui, d'aller de l'avant et puis d'aider davantage les médias communautaires dans leur mission. En terminant, peut-être vous entendre commenter un peu le congrès qui s'est déroulé récemment, qui est organisé par la Fédération. Vous êtes satisfait de l'ensemble de la participation? Oui, très satisfait. On a toujours eu une bonne participation au congrès. Les membres sont enthousiastes, les membres sont participatifs. Et puis, outre le fait que c'est un événement qui permet de faire l'Assemblée générale annuelle de la Fédération, de donner un peu de formation, de faire le bilan des activités, c'est surtout un bon moment pour se rencontrer, pour échanger. Il y a des télévisions communautaires
dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Donc, ça va des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Gatineau. Alors, il y a un moment dans l'année où tout ce beau monde-là peut se rencontrer, échanger, parler de leur réalité, et puis c'est au congrès. Donc, il y a toujours une belle fébrilité, toujours une belle ambiance. C'est toujours très plaisant, le congrès. Puis cette année, ça n'a pas fait exception. Ça a été une autre belle année. Un franc succès. Oui. Monsieur Fauché, ce fut un plaisir. Vous pourrez revenir peut-être ultérieurement Ah, pour ben nous parler justement de ce qu'il y aura dans un futur proche ou peut-être lointain décidé le gouvernement, le ministère de la Culture à cet effet dont vous venez de nous parler tout à l'heure, vos revendications que vous déposerez officiellement à la ministre qui sera de passage sur la Côte-Nord. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, il sera question de la semaine entrepreneuriale qui se déroulera en Haute-Côte-Nord en compagnie de Mme Marie-Ève Bouchard du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. Restez là. Sébastien s'est joint au programme Les Vainqueurs après avoir perdu une jambe à la suite d'un accident. Aujourd'hui, il figure à bord du char allégorique Jouez prudemment des amputés de guerre à titre d'ambassadeur de la prudence. Jouez prudemment! Nous sommes de retour en studio cette fois-ci pour vous parler de la journée entrepreneuriale en compagnie de Marie-Ève Bouchard qui est agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Sonia. Quand se déroule la journée entrepreneuriale et quel est l'objectif? Bon, la Journée nationale de la culture entrepreneuriale va avoir lieu le 16 novembre prochain. Et l'objectif principal, c'est de développer les qualités entrepreneuriales, de démontrer l'importance de développer les qualités entrepreneuriales telles que le leadership, l'autonomie, la créativité auprès des jeunes 6-35 ans. Et voilà. Est-ce que cette journée entrepreneuriale-là se déroule encore sous le thème bien spécial « Ici, nous avons osé entreprendre ». Écoute, oui, en effet, ça va être encore sous ce thème-là parce que là, le conférencier vient parler de oser le rêve parce qu'à l'avant tout, pour partir une idée de projet, une idée d'affaires, ça part d'un rêve, d'une passion. Donc, il vient démontrer aux jeunes l'importance du rêve, oser le rêve en fait, oser transformer un rêve en projet. Oui. C'est pour ça qu'on continue dans cette lignée-là. Qu'en est-il, justement, parce qu'on en est rendu à la combienième édition ici chez nous, en Haute-Côte-Nord? En fait, en Haute-Côte-Nord, ça va faire la 4-5e édition, si je ne me trompe pas. Et depuis ses débuts, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on a réussi, justement, à sensibiliser les jeunes, à les convaincre, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des jeunes adultes également, que se partir en affaires, c'est vraiment garant d'avenir. C'est quelque chose qui, de plus en plus, on en parle, qui assure le succès parce que de plus en plus, les entreprises ont de la difficulté et se partir en affaires. Est-ce que vous réussissez justement à rejoindre les jeunes à ce niveau-là? Oui, en effet, parce que, c'est ça, moi, j'organise des mini-conférences aussi, des entrepreneurs de la région qui viennent livrer un message positif aux jeunes et pourquoi se lancer en affaires et toutes les qualités que ça prend et un peu leur cheminement. Et après, on fait un rapport avec les jeunes, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert. Et dernièrement, justement, on a fait justement cet exercice-là, puis les jeunes, ils disaient vraiment que, moi, j'aimerais ça me lancer en affaires parce que je veux être mon propre boss. Ça ne me tente pas avoir un gestionnaire en haut de moi qui gère mes trucs. Donc, moi, ça a permis de découvrir cette avenue-là que juste aller pour travailler pour quelqu'un. Fait que oui, on s'est aperçu que la sensibilisation c'était vraiment important pour la connaissance des jeunes puis leur voie de cheminement entrepreneurial futur. Votre conférencier invité dans le cadre de cette journée, c'est M. Lavoie. Donc, sa conférence sera, évidemment, portera sur l'importance de nos rêves parce que c'est sûr que plusieurs personnes ont des rêves, même les jeunes, et souvent, on n'a pas conscience jusqu'à quel point que lorsqu'on y croit, ça se peut qu'on réussisse à réaliser nos rêves, nos projets, de les mettre à exécution. Exactement, parce que dans le fond, comme je disais, quand on part d'un rêve, d'une réelle passion, d'un réel intérêt, je veux dire, après ça, on est capable de défoncer des montagnes. Fait que c'est un peu ça que notre conférencier, M. Paul Lavoie, va venir nous livrer, ce message-là de justement d'aller chercher cette source d'inspiration, cette source de motivation pour essayer de transformer
d'y aller de l'avant. Et qui est-il, M. Lavoie? Moi, je le connais un petit peu, mais pour le bénéfice de nos téléspectateurs, peut-être nous dire quel genre d'homme il est. En fait, écoute, on me dit M. Lavoie, mais moi, je l'appelle Polo pour les intimes. Mais Paul, en fait, c'est un ami à moi qui a grandi, en fait, il est originaire de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est venu à Sept-Îles travailler quelques années là-bas. Il était agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, ensuite directeur par intérim du Carrefour Jeunesse-Emploi à Duplessis. Et à un moment donné, il a décidé de s'en aller vivre une autre expérience à Drummondville. En tout cas, tout ça étant dit, il y a plein d'épisodes dans sa vie qui a décidé de lui de dire, ben moi, à un moment donné, j'ai un rêve, j'ai une passion, c'est de descendre à partir, mon Dieu, je suis en train de me tromper, c'est de Chicoutimi ou de Montréal? En tout cas, il a fait vraiment un périple de kayak parce que lui, son but, c'était, oui, c'est ça, de Montréal. En fait, de partir de là-bas, de cette ville-là, puis de partir jusqu'à cette île, donc 500 km et quelques environ en trajet, si je me trompe. Mais bon, grosso modo, ça ressemble à ça. Puis c'était son rêve de descendre le fleuve Saint-Laurent et c'était un projet. Donc, à partir de là, il y a eu des embûches, des intempéries. Il a rencontré des gens le long de la côte qui l'ont aidé à réussir son périple parce que vraiment, à un moment donné, il se demandait, OK, je lâche tout puis on abandonne. Donc, c'est vraiment de démontrer cette force-là qui pousse toujours à réaliser son rêve et tout ça. Fait que Paul, il va venir nous livrer ça. Et de persévérer. Donc, le message dans tout ça, c'est que oui, avoir des rêves, mais persévérer pour les mettre à exécution. Persévérer, puis aussi, comment qu'on se met en action. Tu sais, OK, du moment qu'on a un rêve, maintenant, comment qu'on va de l'avant pour la réaliser, notre rêve, en fait. Ça va être bien intéressant. Puis c'est un homme super sympathique. Puis auprès des jeunes, là, je pense que ça va être bien... Les jeunes vont bien aimer ça. Donc, il sera dans les écoles, dans nos deux polyvalents de la région, du côté de la polyvalente des Rivières et Bergeron? Bergeron. Oui, non, uniquement la polyvalente des Rivières. Malheureusement, Bergeron, les élèves sont en stage. Bien, heureusement ou malheureusement. Parce qu'initialement, il était censé justement se diriger aussi à Bergeron. Exactement. Mais finalement, ça va être un périple qui va s'arrêter à Forestville. Et ça va être dans les classes, c'est ça, il y a un cours au niveau de sensibilisation à l'entrepreneuriat secondaire 4. Et on va être avec les jeunes en FMS, formation. En tout cas, c'est un peu dur pour moi les abréviations, mais bon, on va être avec ces deux gangs-là, bien intéressants, des jeunes bien dynamiques qui, justement, de par des petits gestes comme ça, des petites conférences comme ça, changent bien la donne pour eux autres. Puis ça leur donne aussi le goût de venir à l'école quand il y a des activités comme ça. Il y a toujours aussi des situations d'apprentissage, d'évaluation que les enseignants sont capables de faire. En tout cas, c'est bien trippant, c'est bien intéressant. En tant maintenant qu'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, Marie-Ève, dis-moi, c'est quoi les meilleures qualités? C'est quoi les qualités à la base pour un jeune, par exemple, qui souhaiterait un jour se partir en affaires? Parce que là, est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se développe ou c'est inné, ces traits de caractère-là qu'il faut posséder? Écoute, c'est inné aussi, ça se développe. Je pense que les deux le sont, dans le sens que, oui, ces qualités-là se développent au fur et à mesure, et c'est ce que j'essaie de faire, de développer le leadership, la créativité, l'autonomie, confiance en soi, détermination, persévérance, etc. Les qualités un peu fondamentales pour se partir en affaires. Sauf que c'est sûr qu'évidemment, un enfant qui est né dans un monde d'affaires, le parent, le papa, le grand-parent était en entreprise, était entrepreneur, on a remarqué que la tangente fait que l'enfant va souvent se diriger en affaires. Donc, oui, inné, mais oui, les qualités se développent et peut-être qu'ils ne se lanceront jamais en affaires, ces jeunes-là, mais par contre, ça va être des jeunes qui vont vouloir s'engager, qui vont vouloir s'impliquer pour notre milieu. Puis ça, je pense qu'on a c'est tout à notre honneur de développer ces qualités-là auprès de nos jeunes. Oui, on ne se le cache pas, au niveau du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord, il y a beaucoup d'efforts, si je pourrais dire, qui sont investis justement dans ce sens-là. Et selon toi, est-ce que tu as l'impression qu'on introduit assez cette base d'entrepreneuriat-là dans les écoles? Est-ce qu'il y a du travail encore à faire? Ah, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais de toute façon, ça fait partie aussi de la structure gouvernementale du ministère de l'Éducation, de développer l'entrepreneuriat à l'école. Écoute, oui, il y en a beaucoup parce qu'encore, malheureusement, l'école pense que c'est simplement de développer un système capitaliste, faire des jeunes gens d'affaires, aller chercher du profit Mais alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire, puis qu'est-ce que je tente de faire, c'est de démontrer tous les effets collatéraux. Non, on développe justement des valeurs fondamentales que l'être humain doit avoir. On travaille sur le capital humain du jeune. On travaille sur un futur citoyen, comme je disais tantôt, engagé, qui va être impliqué.
Et voilà, fait qu'on essaie de défaire cette mentalité un peu là. Et aussi, il y a des études qui ont démontré qu'un jeune qui développe l'entrepreneuriat, il y a des études qui démontrent que le jeune est intéressé à venir à l'école, donc la motivation scolaire est augmentée. Le jeune, on a vu des troubles de comportement en classe diminuer. Écoute, les professeurs sont plus enchantés à enseigner leur pédagogie parce que maintenant, on parle maintenant de pédagogie entrepreneuriale. Donc, il y a des effets collatéraux pour le jeune, oui, mais aussi pour les enseignants, puis pour le milieu, les intervenants aussi au niveau dans la cour d'école, parce que comme je disais tantôt, là, les troubles de comportement, la violence, les conflits de travail, les conflits entre élèves sont diminués. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces effets-là. Fait qu'on essaie de démontrer que l'entrepreneuriat a ses effets et c'est des effets qu'on va voir à court terme. Ce n'est pas du long terme. Donc, et à peu de frais, parce que développer des projets, bien souvent à l'école, ça coûte rien. Ça coûte juste un bon vouloir, par exemple, mais ça, en tout cas, les profs à lesquels je travaille, ils ont un bon vouloir, puis on a remarqué que ça changeait un peu la dot au niveau de la mentalité des jeunes, fait que c'est bien intéressant. Oui, il y a d'ailleurs, à ma connaissance, des projets qui se réalisent parfois au niveau des écoles, des projets entrepreneuriales de jeunes qui ont parti des petites business au niveau, justement, du système scolaire et que ça a donné des résultats quand même assez satisfaisants, que ce soit au primaire ou encore même au secondaire. Mais tu sais, on parle, tu l'as bien mentionné, oui, OK, on parle de business puis pur et simple, mais entre autres, ça part souvent d'un besoin réel que les jeunes veulent faire dans leur école, changer quelque chose dans leur communauté. Exemple, à Bergeron, à l'école Dominique Savio, les jeunes ont manifesté l'intérêt l'année passée de vouloir faire un village des sports dehors parce qu'il n'y avait pas de glissade, il n'y avait rien pour... Dans le cadre de la récréation, les jeunes, ils trouvaient ça plate, puis il y a une petite fille qui a dit « Hey, ce serait donc bien le fun si on aurait notre propre village des sports. » Fait que la petite fille, elle s'est mobilisée, ça venait de son cœur, ça venait de sa passion à elle, son petit rêve à elle. Donc, elle est allée chercher ses collègues, ses amis. Elle leur a dit « Hey, let's go, gang, on se motive à utiliser son leadership, on se motive à faire notre super village des sports. » Fait qu'ils ont tous apporté leur pelle à un moment donné, puis ils ont tous monté, ils ont tous fait des glissades. Puis finalement, le petit village des sports a eu lieu, puis ils ont mis des petites piquettes au niveau des glissades, c'était marqué la tempête, comme au village des sports. Tu sais, vraiment, là, ils ont vu leur concept, puis les jeunes allaient au village des sports. Puis dans le temps, quand il y avait des tempêtes, bien, ils reportaient leur pelle, puis ils pelletaient pour avoir leur glissade. Fait qu'on voit toute la mobilisation, puis tout l'engendrement d'un tel projet auprès des jeunes. Et imaginez la jeune qui a vu les jeunes, ses amis, venir se glisser dans ses glissades, dans son projet. C'est de la valorisation tellement pure et tellement wow. Et en fait, c'est ça. C'est intéressant de tout voir ça. Tout est possible quand on y croit. Tellement. Marie-Ève Bouchard, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui désiraient justement se partir en affaires, jeunes adultes ou qui auraient des bonnes petites idées d'entrepreneuriat, on peut te rejoindre en tout temps au Carrefour Jeunesse? Exactement, au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord, au 233-38-38 au carré. Puis poste 228. Fait que il y a des 8, mais il faut retenir 38-38, poste 228. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Allons-y maintenant avec la bonne nouvelle SADC Haute-Côte-Nord, puisque le 2 novembre dernier, 22 personnes déléguées d'entreprises et d'organismes de la Haute-Côte-Nord ont bénéficié des conseils de la formatrice canadienne la plus réputée en étiquette affaires, Ginette Salva. Le séminaire web a permis aux participants de tester et de parfaire leurs connaissances en matière de communication. Utilisée comme lieu de transfert d'expertise et de diffusion du savoir, la salle multimédia de la SADC est appelée à devenir l'hôte par excellence du perfectionnement et des réunions à distance grâce à la technologie de pointe dont elle dispose. Un calendrier de séminaires web est présentement en élaboration et sera d'ailleurs affiché sur le tout nouveau site de la SADC Haute-Côte-Nord, accessible au www.sadchcn.com. La semaine prochaine, on vous fait visiter Canopélie à Sacré-Cœur. On s'entretient également avec le pharmacien de la pharmacie Brunet aux Escoumins, Bergeron, David Lesage, pour parler de boissons énergisantes. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine, Méli-Mélo. J'espère que ça vous a plu. On se reparle la semaine prochaine. Passez tous un excellent week-end. Au revoir.